Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Okay. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice. Nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui Maître Julia Courvoisier, avocat pénaliste au barreau de Paris. Julia, c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui parmi nous. Merci. Le métier d'avocat, est-ce que c'est ta vocation ? Oui, je voulais être avocate depuis j'ai 10 ans. C'était plus qu'une vocation pour moi. Il n'y avait pas d'autre chose qui était possible dans ma vie. J'ai passé mon bac, j'ai tout de suite fait des études de droit. J'ai jamais fait de stage ailleurs et je savais que j'étais avocate en fait. C'est pas que je voulais faire avocate, je l'étais dès le départ en fait. Et quelque chose s'est passé autour de tes 10 ans pour que ce soit à ce moment-là que tu ressentes cet appel ? Moi, j'ai toujours aimé prendre la défense des plus faibles. Il y a eu un événement un peu personnel dans ma vie. On était au bac à sable quand j'étais gamine et puis il y a mon voisin qui a traité ma grande sœur de grosse vache. Et je me suis jetée sur lui, je faisais du judo à l'époque et je l'ai mis à terre et je lui ai dit « Tu ne traiteras plus jamais ma sœur de grosse vache ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un élément déclencheur dans ma vie, je pense, cette anecdote, ouais. Et ça fait rejoindre la deuxième question que je voulais te poser, mais peut-être on peut descendre un peu plus en profondeur. Quelles ont été tes premières expériences de justice et d'injustice dans ta vie ? Mon expérience d'injustice, c'est sûrement la séparation de mes parents quand j'étais tout jeune bébé. Moi, je n'ai pas vu mon père pendant 15 ans. Ça a été une séparation compliquée pour mes parents. J'ai été élevée par mon beau-père que j'appelle papa. Et puis, j'ai revu mon père biologique, qui est mon père, quand j'ai eu 15 ans. Et pour moi, cette séparation a été une injustice parce que j'ai mis du temps à la comprendre et à l'accepter. Et à accepter aussi la décision de mon père de ne pas nous rechercher, en fait, et de laisser ma mère refaire sa vie. Pour moi, ça a été une injustice. Et je pense que ça a un impact dans ma vie d'avocate, clairement. Et de quelle manière tu penses que ça a un impact ? D'abord parce que avant de faire du pénal, j'ai fait beaucoup de droit de la famille et je défendais quasiment que des papas qui ne pouvaient pas voir leurs enfants. Et je pense que c'est clairement lié à mon histoire personnelle. Et ensuite parce que j'ai réussi à pardonner mon père, parce qu'il n'a pas cherché à nous revoir pendant 15 ans avec ma sœur. J'ai réussi à lui pardonner dans l'écoute et la compréhension. Et d'accepter que la situation de quelqu'un soit pas celle que j'aurais souhaité, mais de faire avec et de passer outre. C'est pas du pardon, c'est de la compréhension. Et mon métier, c'est avant tout de la compréhension. Julia, tu dis que tu défends beaucoup de papas et je dirais même que tu défends les hommes sur Twitter, dans tes prises de position. Je trouve que tu as un rapport très sain déjà aux hommes, à la question de l'homme, à la question de la femme. Et je pense que tu fais beaucoup de bien aux hommes parce que je te suis sur Twitter et je vois qu'il y a beaucoup de débats qui se créent en dessous de tes posts. Mais on sent que tu as un regard profondément bienveillant sur les hommes. Alors quel est ton regard à toi dans une société où, moi, en tant que psychologue, je ressens quand même qu'il y a une forme de lynchage et de dureté dans la société française envers les hommes. Et c'est vrai qu'on parle peu de ces pères qui sont parfois privés de droits et de ces hommes qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont en fait forcément coupables quand ils font face à des situations, notamment dans la justice, d'accusation. Bien sûr, je trouve qu'aujourd'hui, on oppose beaucoup les hommes et les femmes, les pères et les mères.
euh, en dénigrant très souvent, trop souvent, je trouve, le papa. J'ai l'impression, en tout cas je le vois dans mes dossiers, moi je traite de ces dossiers au niveau civil, mais du coup j'ai le volet pénal, hein, c'est pour ça que j'interviens dans ces dossiers en matière familiale, parce que j'ai un volet pénal. Quand une mère refuse de remettre ses enfants au père, c'est un délit. Je trouve qu'on accable trop facilement les pères et je trouve également qu'il y a une vision encore un petit peu trop féminine, trop maternelle de la famille, en fait. On estime souvent, on le voit souvent dans des dossiers, ce qui me révolte, qu'un enfant, par exemple, doit plus rester avec sa mère qu'avec son père pour une question de stabilité. Moi, je ne crois pas que ça se fasse, en fait. Ce que je crois, c'est que pour être stable, un enfant doit pouvoir partager des moments avec ses deux parents. Surtout quand les deux parents veulent s'en occuper, en fait. Et je pense qu'il faut un peu renverser la tendance et il faut expliquer, communiquer sur la volonté aujourd'hui des pères, ce qui n'était pas le cas encore il y a 50 ans parce que la société n'est pas la même, de ces pères qui veulent s'investir dans une maternité, ensuite dans une éducation de son enfant. Il faut expliquer que ces pères ont exactement les mêmes droits que les mères, en fait. Et il ne faut pas les opposer parce qu'en fait, ils sont complémentaires. Et l'homme et la femme, pour être plus généraliste, l'homme et la femme sont complémentaires. On ne peut pas opposer les femmes aux hommes dans le féminisme. On ne peut pas poser des inégalités, faire des femmes des victimes. On est égaux. Voilà, hommes et femmes, en principe, on ne devrait pas regarder notre sexe. Et comment tu expliques qu'en ce moment, il puisse y avoir une plus grande dureté dans le regard qu'on pose sur les hommes? Je pense qu'il y a un féminisme aujourd'hui, comme tous les débats de société, qui sont aujourd'hui de plus en plus violents, qui sont de plus en plus virulents, parce que ça fait le buzz, parce que ça fait vendre, parce que ça donne des vues sur les réseaux. Je pense que le féminisme, malheureusement, n'y échappe pas. Moi, je suis affligée parce que je peux lire ces derniers jours, ces derniers temps, ces derniers mois, sur ce néo-féminisme que j'ai, et je l'assume, que j'appelle du féminisme de caniveau, qui vient traiter les hommes de violeurs, d'assassins, d'agresseurs. J'ai pas cette vision-là, moi, des choses. Il y a en effet des hommes qui dérapent, qui sont des délinquants ou des criminels, tout comme des femmes, mais on ne grandira pas sur l'égalité homme-femme en accusant l'autre, comme on ne grandit pas dans le racisme en accusant l'autre de par sa différence. Pour moi, c'est exactement la même chose, et la loi pénale ne fait pas de différence sur ces questions-là. Donc, je suis un petit peu inquiète en tant que femme, en tant qu'avocate aussi, parce que du coup, cette agressivité de certaines femmes envers des pères se ressent dans les dossiers, que ce soit en matière pénale, dans les audiences correctionnelles ou à la cour d'assises, que dans les greffes et les audiences familiales. C'est inquiétant, je trouve. Oui, je rejoins ton point parce que moi-même, dans mon métier, je reçois de plus en plus d'hommes qui sont dans un trauma profond, notamment par rapport à des divorces, par rapport à des gardes d'enfants qui leur ont été retirés. Dans mon expérience, même d'être humain et de femme, on peut constater quand même que même à la naissance d'un enfant, on donne plus de place à la mère qu'au père, même quand le père a fondamentalement envie de prendre sa place de père. Oui, toujours, toujours. Parce que c'est vrai que... mais moi, j'en parle souvent à mes amis pour savoir un petit peu quelle est leur position là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup de connaître la position d'un maximum de personnes. Souvent, les femmes disent « Oui, mais je l'ai porté pendant 9 mois. » Et je réponds « Oui, mais tu ne l'as pas fait toute seule, cet enfant. » Et c'est vrai que je pense que de ce rapport-là très, très protecteur, très, très sanguin, naît une vision maternelle de l'enfance, en fait, et de la place de l'enfant auprès de sa mère. Moi, je crois que la société doit évoluer là-dessus, parce que les pères le veulent, en tout cas. Et puis parce qu'il y a besoin aussi auprès de l'enfant. Quand un enfant a la possibilité d'avoir ses deux parents, c'est une chance. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand un père veut s'occuper de ses enfants de façon égalitaire avec la mère et que les conditions sont remplies, tu vois, par exemple, dans le cas d'une résidence alternée, 1 semaine sur 2, la moitié des vacances scolaires, lorsque les conditions matérielles sont remplies, c'est-à-dire que les parents ne vivent pas loin, ils s'entendent relativement bien, ils ont des agendas professionnels qui leur permettent chacun de s'occuper de leurs enfants, il n'y a pas de raison qu'on la refuse, cette résidence alternée. Parce que si le juge la refuse, c'est qu'il apporte un avis personnel sur le fait qu'un enfant a plus besoin de sa mère ou pas. Et ça, moi, c'est quelque chose que je combats dans mes dossiers, que ça soit en matière familiale ou au pénal, parce que, bien entendu, on entend souvent ça également, parce que dossiers familiaux conflictuels terminent très souvent au tribunal correctionnel.
Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais, comment tu peux agir quand tu sens effectivement qu'en face de toi, du côté de la juge ou du juge, il y a une espèce d'a priori qui concerne l'homme et la femme? Alors, ça va dépendre, de l'agressivité du dossier, ça va dépendre si c'est moi qui saisis le juge, ou si, c'est la maman, qui saisit, le juge. Ça va dépendre aussi si on est devant le juge aux affaires familiales ou si on est devant le tribunal correctionnel. Les arguments sont pas forcément les mêmes. Après, c'est dans les audiences, l'impression d'audience, c'est parfois on se dit: «On va y aller, ça va gueuler, ça va taper» et puis finalement, avec le juge ou les juges qu'on a en face de nous en tant qu'avocat, heu, on sent qu'il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension et donc on utilise un autre mode de communication. Moi, quand je défends des papas, hein, qui soient, mis en cause à tort par des femmes qui les accusent de les avoir frappés, ce qui arrive, souvent, soit aux affaires familiales, il faut toujours dire quel est l'intérêt de l'enfant. Parce que la loi fait de l'intérêt de l'enfant l'intérêt supérieur par rapport au conflit des parents. Et puis ensuite, on explique l'importance. Ça m'arrive parfois, ça m'est arrivé de parler de mon expérience à moi. Et ça, c'est quelque chose, parfois que je mets en avant dans des dossiers qui sont vraiment très spécifiques, mais pour montrer aussi qu'un père, c'est un repère et que reconstruire une relation paternelle, quand on est adolescent, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail sur soi, beaucoup de compréhension et c'est pas évident de vivre ça à l'adolescence. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies connu la paternité avec un beau-père, puis après retrouvé ton père, c'est cette finesse-là qui te permet d'être juste dans le fait de regarder la société et de ne pas inégaliser le débat? Alors je sais pas si je suis juste, je pense que ça me permet en tout cas d'avoir un regard, différent. Moi, j'ai aujourd'hui 2 pères. Voilà, j'ai la chance d'avoir 2 pères complémentaires et 2 pères qui m'aiment. Mais j'ai pas vu mon père biologique pendant 15 ans et j'ai réussi à lui pardonner. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut comprendre. La décision que prend un parent, d'abandonner ou de se battre pour son enfant, c'est très individuel. On peut pas la juger, cette, position-là. Et moi, mon métier, c'est pas de juger. Moi, je suis tout le temps là pour essayer de comprendre. Et dans ces dossiers-là en particulier, c'est ça le rôle de l'avocat, c'est de comprendre, donc d'être dans la discussion, de se poser des questions, de débattre avec son client. Et c'est peut-être pour ça que j'ai, bien entendu entre mon histoire personnelle et cette nécessité très jeune que j'ai eue à comprendre l'histoire de mes parents et à leur pardonner à tous les 2. Je pense que bien entendu ça a un impact, sur ma façon de travailler, c'est sûr. Et bon, je te rejoins sur ce point et moi-même, j'ai une histoire avec, mon père qui fait que j'ai connu Mmh aussi mh. sens. Mon père est décédé, donc c'est une autre histoire, mais j'ai Mmh aussi eu mh. un grand-père qui m'a bien Mmh élevée, mh. beaucoup transmis. Donc j'ai une vision des hommes aussi, très positive, comme j'ai une vision des femmes positive, en Mmh fait. mh. Bien sûr. Société, je ne vois pas cette inégalité. Mais j'ai l'impression que nous sommes assez minoritaires quand on regarde ce qu'on entend le plus dans les médias, Mmh. dans les débats actuels. Est-ce que tu crois que nous sommes minoritaires dans notre positionnement ou est-ce que tu crois qu'il y a une minorité qui prend parole d'une manière très haineuse ou hargneuse, enfin on peut mettre le terme que tu veux, et qui prend de la place? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, il y a une minorité, qui a aujourd'hui un pouvoir médiatique, notamment ce que j'appelle les néo-féministes, hein, qui critiquent les hommes, qui les accusent de tous les maux. Je pense que ces femmes-là sont minoritaires, mais elles sont très actives. Elles ont, beaucoup de médias, elles ont une «force de frappe» entre guillemets, que les autres n'ont pas. Et je pense que la 2e cause de cela, c'est que, les femmes féministes, elles le revendiquent pas en fait. Moi, je l'ai revendiqué tardivement, j'ai toujours été féministe, mais discrètement. J'ai jamais eu besoin, de le revendiquer, de crier un petit peu, parfois mon désarroi face à certaines situations, de prendre l'autre jour, j'ai pris, position sur cette histoire de crop top et de jupe, tu vois? Par exemple, au collège et au lycée. Je l'aurais jamais fait avant parce que, j'étais féministe sans avoir besoin de le revendiquer. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que, la majorité de femmes qui sont féministes du quotidien sans avoir besoin de le dire, le fassent savoir. Parce que je pense que c'est ça la majorité. Ce sont des femmes qui travaillent, qui s'habillent comme elles veulent dans la rue, qui gagnent leur argent, qui font ce qu'elles veulent, qui sortent avec leurs amis, voilà. Même si elles sont en couple ou qu'elles sont mariées, mais qui sont indépendantes. La majorité des femmes, elle est comme ça. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans la société qui t'a du coup donné envie de prendre parole Oui, parce que je trouve que ce qui se passe au sujet des femmes, aujourd'hui, est inquiétant. Je trouve que le féminisme, donc de l'injure, moi je n'aime pas ça et puis, il y a le 2e féminisme, ce que j'appelle le féminisme de la victimisation.
je pense qu'il n'est pas non plus très utile à la société. Passer notre temps à dire que les pauvres, on est victime, ça ne va pas nous aider à aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que quand même, quand on regarde les chiffres, on n'a pas 100% de chance en tant que femme de se faire agresser quand on va dans la rue. Aujourd'hui, en France, on peut sortir dans la rue en toute sécurité, dans la très, 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 très grande majorité des cas. Donc, je pense qu'il faut un petit peu remettre les choses à leur niveau, mais je trouve également que les discussions aujourd'hui, notamment sur les vêtements, ne concernent que les femmes. Et il y a eu les vêtements, mais il y a eu il y a quelques semaines le voile, il y a eu ensuite le monokini, il y a eu le décolleté, etc. Ça ne concerne que des femmes. Et ces débats-là sont confisqués dans les médias par des hommes. Et donc, je pense qu'il faut s'en inquiéter. Et tu as aussi tweeté: détester une catégorie de personnes en raison de leur sexe n'est pas un délit, mais c'est une horreur, tout comme détester les femmes parce qu'elles sont femmes, les noirs parce qu'ils sont noirs, les juifs parce qu'ils sont juifs. On commence par détester, puis on discrimine. Bien sûr. Parce que détester, c'est un sentiment. Aujourd'hui, en France, on a le droit de penser ce que l'on veut. On a le droit de penser ce que l'on veut. En revanche, quand on l'exprime, il y a des limites. Les limites, c'est notamment la diffamation, l'injure publique, l'appel à la haine, etc., etc. Donc dire « je déteste les hommes », c'est pas interdit en tant que tel par la loi. En revanche, dire « il faut éliminer les hommes », ça, à mon sens, c'est un délit. Je comprends ou pas la nuance? Oui. J'ai le droit de dire je déteste les blondes. Voilà, c'est un sentiment. Détester est un sentiment. En revanche, appeler à la haine, dire que tous les hommes sont des violeurs, dire qu'il faut éliminer les hommes, ça c'est un délit. Parce que si tu remplaces le mot homme par noir, juif, homo, femme, la loi pénale ne fait pas la différence. Et tu sais, pour nous, c'est aussi une forme de pathologie. Avoir une haine envers une catégorie, c'est quelque part qu'il y a une origine, alors que ce soit un trouble, que ce soit de la névrose, que ce soit une construction, que ce soit une manière d'habiter son identité ou de vouloir prendre une place médiatique. Il y aura toujours soit une origine névrotique, soit à plus grande échelle, une origine pathologique. Mais ce qui est ennuyant, c'est qu'effectivement, tout le monde y participe. Comme tu dis, il y a aussi des hommes dans cette société qui, dans leur manière de vivre, la manière dont se vêtirait la femme, tu le disais, le voile, le monokini, en fait, il y a une espèce de patriarcat qui maintenant, accompagné d'un certain, comme tu disais, néo-féminisme, arrive à faire des débats inutiles dans notre société. C'est ça. Parler d'éducation, de droits fondamentaux. C'est ça. Dire à des jeunes filles dans un collège et surtout dire aux jeunes garçons, en fait, s'habiller comme on veut est un droit fondamental. L'homme et la femme ont les mêmes droits, donc si t'es pas content, tu regardes ailleurs. C'est juste enseigner à des gamins de 12, 13, 14 ans le principe de l'égalité, en fait. Parce que si à ce moment-là, on ne leur inculque pas le principe d'égalité et on demande à une jeune fille de se couvrir, il commence là le problème, en fait, de la jupe. Et puis ensuite, à 25 ans, on se fait agresser dans la rue parce qu'on a une jupe courte. Tu vois, il est là le vrai souci. Si on inculque dès le départ à tous nos enfants le principe strict de l'égalité qui est prévu par la loi, c'est pas une théorie ou un rêve, c'est la loi qui aujourd'hui prévoit ça. Si on inculque ça aux enfants, très rapidement, l'égalité, ils vont la comprendre. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi le principe de liberté. Bon, alors aussi, je suis la psychologie, mais pourquoi dans notre société le voile pose problème, la mini-jupe pose problème? C'est vraiment intéressant qu'on puisse s'occuper à ce point de ces problématiques qui concernent la femme et de ne pas voir qu'on est en train de stigmatiser la femme. Et en fait, tout à fait. Comme aujourd'hui, en mon sens, c'est certaines lois qui visent uniquement les musulmans, au lieu de créer de l'ouverture, on stigmatise. Il y a une espèce de porte qui se referme constamment sur certains questionnements qui pourraient en fait amener à de l'avancement, mais qui nous enferment dans quelque chose de très, très radical. C'est-à-dire que si tu mets en balance le voile, les questions que porte le voile pour les femmes et cette histoire de maillot de bain, de monokini et de jupe, moi je me dis, d'un côté, il ne faut pas trop couvrir les femmes, mais de l'autre, il ne faut pas trop qu'elles se découvrent. Et donc, on va arriver au final, si ça continue, à imposer aux femmes, et pas aux hommes, parce que les hommes en short, ça pose de problème à personne, on va finir par imposer aux femmes une tenue. Tu comprends ? Oui. Et moi, je ne comprends pas en fait ces extrêmes. Dans les deux cas, qu'on se couvre trop ou qu'on se couvre pas assez, ça pose problème. Et ça ne devrait pas poser problème, puisque la loi indique que nous avons le droit de nous habiller comme nous le voulons. Sauf rare exception, l'exhibitionniste, par exemple, se balader nu dans la rue. Mais sinon, le reste, on fait ce qu'on veut. C'est la liberté. Alors du coup, Julia, quelle serait ta solution pour que les débats changent, pour que ces questionnements-là changent? Qu'est-ce que nous, avec notre manière d'être féministes, nous pouvons faire?
Je pense que la première chose, c'est d'inculquer la loi. Moi, je suis pour une éducation juridique dans les collèges et dans les lycées, sur d'abord le système qui nous entoure, hein, ça, les débats sur la justice et sur l'ensauvagement nous l'ont appris, mais surtout sur ce qu'est la loi, dans le cadre du débat sur ces histoires de crop top et de jupe. Il y avait personne qui parlait de la loi dans les médias. Personne te parlait de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit au respect à la vie privée. Je me dis, mais c'est quand même incroyable parce que ce sont que des débats sur la moralité, la tenue correcte, le bon sens. Mais ça, c'est de la morale, ça, c'est individuel. Mais que dit la loi? Et je pense que ça passera par là à un moment donné. De dire, attendez, avant d'avoir ces débats-là, on n'est pas là toute la journée pour dire, mais moi, je pense qu'elle est indécente, moi, je pense qu'elle est décente. Non, ça, c'est votre avis personnel. La loi lui permet de le faire. Si vous n'êtes pas contente, vous tournez les yeux. Et ça, il faut l'apprendre très jeune. Et il faut le répéter et encore le répéter. Il y a un défaut de base juridique en France. Moi, je le vois quand on parle parfois d'affaires correctionnelles à la télé, ou même des journalistes police-justice n'utilisent pas les bons termes, ne parlent pas des bonnes choses. Et je me dis, cette information juridique aujourd'hui sur les droits fondamentaux, sur comment ça fonctionne, c'est pas fait correctement ou c'est pas assez fait. Oui, c'est vrai. Alors, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il faudrait des bases juridiques dès le plus jeune âge, en fait. Bien sûr. Mais je pense aussi qu'il faudrait des bases de psychologie et de responsabilité du côté de la psychologie. Parce que finalement, quand on reparle de ces débats médiatiques, ça a un impact sur l'inconscient collectif. Bien Et sûr. l'inconscient de l'individu se nourrit dans l'inconscient collectif. Donc, tous ces petits garçons qui deviendront des jeunes hommes qui grandissent dans des lexiques où l'homme est prédateur, où l'homme est dangereux, où finalement, c'est presque comme si on avait rendu l'homme impur, finalement. Oui, vas-y. Je dis, c'est-à-dire que indirectement, on apprend très jeune aux petits garçons, finalement, à avoir le pouvoir sur une femme, puisque quand la tenue d'une femme dérange, c'est elle qui change. Et c'est pas le garçon qui tourne le regard ou qui apprend la tolérance. Donc, et ça, c'est très jeune. Et ça, ce sont des réflexes qui restent après, parce que ça, tu l'enseignes à 7, 8, 10 ans, ça s'enseigne bien. Et pour ensuite les changer à 35 ou 40 ans, quand tu as un garçon qui, depuis 35 ans, trouve qu'une fille qui met une jupe est une pute, c'est très compliqué pour changer pour remettre le compteur à zéro. Hein. Oui, c'est vrai, mais tu sais, même du côté des hommes, je veux dire, en fait, c'est des deux côtés. C'est-à-dire que même des petits garçons, on leur apprend pas non plus depuis le début que le père c'est important, qu'une fois qu'ils sortiront, ils peuvent très bien rêver à la paternité. Il y a une société où on cherche finalement à ce que tout le monde ait les mêmes droits et qu'on puisse être universel, entre guillemets. Ben, finalement, alors par les médias, par les politiques, par un certain discours, en fait, on est constamment en train de diviser. Il y a quelque chose. Tout à fait. Division. Tout à fait. Une responsabilité. C'est pour ça que quand je vois des avocates comme toi qui prennent parole, et comme je te le disais au début de cet entretien, ces pairs qui commentent en dessous de tes posts, oui. C'est bien, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des personnes qui changent un peu la donne. Et donc, ça c'est une autre question que je voulais te poser. Moi, je dirais que tu as un côté un peu rebelle dans tes positions. Est-ce que c'est le mot que tu mettrais et est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Oui, j'ai toujours été rebelle. J'ai été une enfant, j'ai très peu parlé jusqu'à l'âge de 6 ans. J'avais ma grande sœur qui était mon binôme et ma grande sœur parlait pour moi. Donc j'ai très très peu parlé jusqu'à l'âge de 6 ans, voire quasiment pas parlé. Et j'ai rapidement été une petite chipie et une rebelle dans tous mes choix de vie. Je suis d'une famille bourgeoise avec des parents médecins et journalistes. Et alors tu vas me dire, je suis avocate, mais dans mes choix de vie personnels, j'ai toujours été à contre-courant de ce que mes parents souhaitaient pour moi. Un mariage, des enfants très jeunes, un travail mais pas trop prenant. En faisant du pénal, en allant dans les prisons, en défendant des trafiquants, en étant dans des tribunaux correctionnels, en côtoyant un petit peu tout ça, en allant dans des quartiers parfois très défavorisés de la région parisienne, je suis une rebelle, ouais. Pour mes parents, je suis une vraie rebelle et pour mes amis aussi. Et ce côté rebelle que tu as, il a quelle finalité en fait? Toi, ce que tu aimerais changer, ce que tu aimerais créer, ce que tu aimerais laisser, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis une rebelle parce que mon métier me le permet. J'ai aujourd'hui une liberté de parole et une liberté d'expression que j'utilise, que je revendique, tout en étant polie et courtoise, en restant dans le débat. Ce que j'aimerais à la fin de ma vie, c'est d'avoir été avocate jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, d'avoir défendu, porté la parole de mes clients jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est mon seul et unique désir, et de le faire
avec ce côté rebelle, c'est-à-dire parfois d'être insolente. J'ai le droit de le faire et je le fais. Parfois de râler, de gueuler, de ne pas être contente, de claquer des portes. Mais c'est ça aussi d'être avocat. On ne peut pas être avocat et être lisse. Donc, ce côté rebelle, il est essentiel. Et finalement, c'est ce que je reviens à ce que je te disais au début. Moi, je suis avocate. Je ne suis pas devenue avocate. Je le suis tout le temps. Je pars en vacances, je suis avocate. Je suis tout le temps avocate. Je suis que avocate presque. Et je suis rebelle. Mais ça va ensemble. En 2012, dans un article, tu parlais d'inégalité des chances, cette fois du côté de la société, et tu disais justement qu'on n'a pas tous eu les mêmes chances, que certains sont piégés dans une galère et que tu veux comprendre pourquoi et l'expliquer au juge. Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as compris certaines choses du côté de l'inégalité des chances, et est-ce que tu dirais qu'il y a aussi une inégalité des chances dans le système judiciaire? Je me souviens de cet article parce qu'en étant en comparution immédiate, et ce soir-là, j'ai un client qui est parti en prison. Et pour moi, c'était une injustice. Et il y avait une journaliste, je crois, du Parisien qui était dans la salle et qui est venue me parler. Et donc, je lui ai dit à chaud, oui, il y a une inégalité. Moi, mon client, il ne sait même pas où il est né en Roumanie. Il ne connaissait même pas le nom de la ville. C'était un parcours de vie qui était délicat. Ce que je te dirais 8 ans plus tard, c'est exactement la même chose. Il y a une inégalité que la France essaie de gommer. C'est pas évident. Il y a une inégalité judiciaire, oui, bien sûr, dans les détentions provisoires, dans les mandats de dépôt à l'audience. Il y a une inégalité judiciaire dans le traitement médiatique des affaires. Il y a une inégalité judiciaire entre parfois certains prévenus. On dit souvent que les riches ont une justice d'exception, je ne trouve pas. La justice, elle est rendue par des hommes, donc par définition, c'est difficile qu'elle soit juste et égalitaire. On est là, nous, les avocats, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas trop et qu'elle tende vers quelque chose de juste et d'égal. La délinquance, elle commence très jeune. Elle commence dans l'inégalité sociale, dans l'inégalité économique, dans les soucis scolaires, dans tout ça. La délinquance, c'est là qu'elle naît. Et aujourd'hui, les débats sont confisqués parce qu'on parle de l'après. La sanction, le machin, on ne parle jamais de la prévention de la délinquance, de savoir comment on tombe dans la délinquance. Moi, en audience, je compare toujours la délinquance avec le fait de se mettre à fumer. Pourquoi on commence à fumer? Tu vois, si tu commences pas à fumer, il y aura beaucoup moins de problèmes pour arrêter. Il y aura beaucoup moins de gens à qui on demandera d'arrêter parce que c'est néfaste. La délinquance, c'est à peu près la même chose. C'est le même raisonnement. C'est pourquoi, à un moment donné, une personne tombe dans la délinquance. Et ça, il y a de multiples causes. Mais la principale, elle est économique. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que du côté de la magistrature, il n'y ait pas plus justement une prise en compte de la psychologie qui te mène à, puisque finalement les peines ont quand même à voir avec soit protéger la société, mais alors y a-t-il un danger, soit faire que la personne ne récidive pas, mais est-ce que vraiment qui que ce soit qui passe par la prison, par exemple pour la délinquance, tu parles de la délinquance, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Est-ce que vraiment la prison peut être une réponse à quelqu'un qui ne sait même pas exactement pourquoi il fait les choses, qui est dans une grande précarité et qui a peut-être même pas d'autres solutions pour penser sa vie? Alors, d'abord, il faut regarder les chiffres. Les petites et moyennes peines correctionnelles pour lesquelles des gens sont incarcérés, on sait que le taux de récidive est quasiment de 60%. Pour te la faire simple, 60% des mecs qui sont en détention pour des petites peines correctionnelles vont recommencer dans la délinquance. Parallèlement, sur les peines criminelles, c'est-à-dire les peines qui vont être décidées par une cour d'assises sur des faits très graves, ces peines sont longues et comme les détenus sont très bien pris en charge, la récidive est beaucoup plus basse. Le problème aujourd'hui, c'est la façon dont on prend en charge la détention. La détention aujourd'hui, sur des peines j'ai envie de te dire, de moins de 2 ans, les mecs sont lâchés dans la nature. Ils sont en prison, enfermés 23 heures sur 24. La plupart ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a quasiment pas d'activité. Donc, ils sont comme des lions en cage dans des conditions inhumaines. Et donc, si tu veux, la prison ne va pas jouer son rôle. Et là, il y a un vrai problème de société. Parce que là, on ne prend plus rien en compte et on laisse des gens se détériorer. Le confinement, dans ce genre de situation, crée des problèmes psychologiques et psychiatriques. On sait aussi par les chiffres qu'environ
25% des détenus ont des problèmes psychiatriques à gérer. La loi pénale, elle doit prendre en compte la personnalisation, elle doit appliquer ce qu'on appelle la personnalisation de la peine. C'est-à-dire que tu juges des faits, mais tu juges d'abord une personnalité. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on ne tombe pas dans la délinquance pour rien. Il y a des causes multiples. En matière criminelle, tu as systématiquement dans des dossiers concernant les accusés des enquêtes. Donc, tu as l'enquête psychologique, l'enquête psychiatrique et l'enquête de personnalité. Donc, si tu veux, les juges prennent ça en compte. Parce qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur. En matière correctionnelle, ça arrive moins souvent. Mais en principe, les magistrats tiennent compte de ces éléments, ce qu'on appelle, nous, les éléments de personnalité, c'est-à-dire un parcours psychologique, un parcours de vie, un parcours social et parfois aussi un parcours psychiatrique. Est-ce qu'on devrait le faire plus ? Oui, je pense, oui. Mais tu sais, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est une vue de psychologue ou une vue extérieure, mais en principe, je l'avais très en tête il y a quelques années. J'ai l'impression qu'en principe, la justice était juge. Non, lapsus. En principe, la justice était juge. En principe, on était tous égaux face à la loi. En principe, on pouvait tomber sur des personnes, la majorité des cas, qui allaient vraiment chercher à prévenir, à guérir, à aider. Et depuis on va dire 3 ans, je milite beaucoup pour ces questions du monde carcéral, du monde de la justice. J'ai une profonde impression qu'il y a une déshumanisation et du monde carcéral et du système judiciaire. Et alors pas partout, parce que j'ai eu la chance de pouvoir, j'ai pu assister à des audiences comme on peut tous le faire. Sur le droit de la presse, par exemple, on peut trouver des juges qui apprécient le dossier avec une manière très respectueuse de penser l'autre, de vivre l'autre. Mais en matière correctionnelle et pénale, peut-être aussi c'est parce qu'il y a pas mal de magistrats qui sont peut-être dans leur trauma, parce qu'on vit aussi des histoires dures. Bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une manière déjà de s'adresser à l'autre qui est parfois fait de biais. C'est-à-dire que dans la justice, dans le regard, il y a déjà ces biais. Et dans la manière de penser la justice, il y a parfois une forme de déshumanisation. Donc en fait, j'ai l'impression que dans notre société aujourd'hui, même si j'ai espoir, un peu tout joue contre nous. Il y a des biais, il y a un système qui ne permet pas que l'humain prenne plus de place. Le monde carcéral, le numéro d'écrou, toutes ces choses qu'on met en place, ne permettent pas à l'individu de rester lui une fois qu'il est enfermé. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment et que c'est dur finalement d'avoir confiance dans notre système judiciaire. Qu'en penses-tu ? Tu sais, je crois que notre système de justice, en rigolant, je dis souvent « ma justice va craquer ». En rapport avec un clip de rap d'il y a quelques années, « ma cité va craquer ». Aujourd'hui, la justice, elle tient sur un fil, la justice en France, pour pas mal de raisons, mais la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour la justice. Alors, les gens disent souvent « ouais, l'argent, ça ne règle pas tous les problèmes ». Avec la justice, c'est un peu comme avec l'hôpital, si tu veux. Aujourd'hui, la justice, elle est dans le même état que les hôpitaux, c'est-à-dire c'est au stade de clochard. La justice n'a pas assez d'argent, donc si tu veux, la justice, elle se rend dans des conditions qui sont très délicates. On a des audiences en comparution immédiate à Paris où il y a des juges qui, 4 fois par semaine, prennent des audiences à 13h30 et terminent à minuit, 1h, 2h, 3h pour juger tous les gens qui arrivent, 10, 15, 20, voilà. Les gens, n'importe qui, on ne peut pas rendre la justice dans ces conditions-là. Au bout de 5-6 heures à écouter des dossiers, à écouter des avocats, à écouter les parties civiles, à écouter le procureur, au bout d'un moment, n'importe quel cerveau d'être humain va un petit peu craquer. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a une règle quand tu es avocat et que tu fais du pénal, tu n'abandonnes jamais. Moi, tu vois, ça fait bientôt 11 ans que j'ai prêté serment. Alors, j'ai pas commencé en tant que pénaliste parce que j'ai fait pendant un petit moment, j'ai envie de te dire, un tiers de ma carrière quasiment que du droit de la famille. Les avocats, ils peuvent pas abandonner. Si demain, on abandonne pour faire en sorte que la justice soit équilibrée, parce que la justice, c'est la parole de plusieurs personnes. C'est la parole du procureur quand tu es au pénal, c'est la parole de la partie civile, et puis c'est la parole du prévenu, et puis en matière familiale, c'est la parole du père et de la mère. Et le juge va trancher. Donc, si tu veux, c'est un équilibre à trouver. Si nous, les avocats, on abandonne, si moi, je perds espoir, en fait, on arrête. La justice n'existe plus. Donc, si tu veux, moi, je sais dans quel état est la justice aujourd'hui. Je suis inquiète. Je suis très inquiète même. J'ai peur pour l'avenir, pour mes enfants. Je me dis, mais est-ce que dans 30 ans, mes enfants, ils pourront aller voir un juge comme ça ? Est-ce qu'ils auront la présomption d'innocence ? Est-ce qu'ils auront la possibilité de voir un avocat s'ils sont peu fortunés ? Je suis très inquiète pour ça, mais il ne faut pas lâcher. C'est quelque chose, quand tu es avocat, qui est inenvisageable, en fait.
Tu es là, tu te bats. Et sur chaque dossier, et sur chaque client, et sur chaque courrier, sur chaque plaidoirie, et sur chaque conversation, tu te bats. Et tu ne t'arrêteras pas de te battre jusqu'au dernier souffle, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. De jamais abandonner, Jamais. se battre constamment, c'est presque des règles de vie de manière générale. Bien sûr. Comment est-ce que tu fais, toi, pour ne jamais abandonner? Alors moi, comme je te l'ai dit, j'ai très peu parlé jusqu'à l'âge de 6 ans, donc ma mère m'a collée au judo pour que je me batte. J'ai fait beaucoup de sport, notamment du sport de haut niveau quand j'étais gamine. J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'équitation, donc si tu veux, j'ai cette compétitivité en moi. Moi, chaque dossier, pour moi, c'est le semi-marathon. C'est comme ça que je le vis. Chaque dossier, il faut aller au bout des choses. On se bat sur chaque mot, sur chaque question, sur chaque point. C'est une mentalité que tous les avocats ont, hein. Moi, je l'ai de par cette expérience de sportif de haut niveau de quand j'étais plus jeune. Mais pour X ou Y raison, tous les avocats l'ont. Moi, ma vie, c'est un combat permanent pour tout. Je me lève le matin, mon téléphone commence à sonner, c'est un combat jusqu'au dernier coup de fil. Il faut trouver des solutions, il faut être là, il faut gérer des crises, il faut se déplacer, il faut gérer son agenda, il faut aller en audience, il faut trouver la force. Tu peux pas te permettre d'être fatigué quand tu dois défendre quelqu'un à 9h le matin. Et même si tu es fatigué, tu trouves l'énergie. Voilà, c'est comme ça. Et on la trouve. Et tu dis que ta vie est un combat permanent. Est-ce que tu penses que la vie est un combat permanent? Oui, la vie est un combat permanent. La vie est un combat permanent parce que quand tu arrives à l'âge adulte, alors moi, mon métier me fait voir des choses qui sont parfois pas évidentes. J'entends des choses, des parcours de vie aussi qui sont compliqués. Je reçois des confidences, hein, c'est aussi mon métier de recevoir des confidences. Donc, et tu dois savoir, de par ton métier aussi, que parfois c'est dur d'entendre des confidences, des horreurs, hein, parfois également. Et la vie est en combat parce qu'à un moment donné, on se rend compte aussi que la vie passe et donc il faut continuer à se battre pour ses idées, pour sa vision des choses. Et puis tu te bats aussi pour ta famille, pour tes proches, pour ta propre vie à toi. Parfois aussi, tu te bats contre des maladies, contre d'autres injustices qui n'ont rien à voir avec ton métier. Mais la vie, c'est une bataille parce qu'il faut toujours avancer. Il faut toujours être dans l'action. Un jour, plus un jour, plus un jour. C'est ça la vie. Tu te reposes sur tes lauriers, tu n'avances plus. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des projets, avancer. On a des dossiers, on a des clients, et puis un jour, on les a plus, ces clients, mais ils font partie de notre vie. Voilà. Donc, on avance, on avance, on avance. C'est une roue, la vie. Il faut qu'elle tourne. Je te rejoins. Je pense aussi qu'il y a une forme de lutte et d'effort dans cette vie qu'on est tous en train de mener sur Terre, qui nous mène à nous dépasser, qui nous amène peut-être à faire mieux ou à trouver une forme d'éveil. Mais tu sais, moi, dans mon métier, je me suis toujours dit que je rencontrais ce qu'il y a de plus beau en l'être humain. C'est-à-dire que celui qui se confie ou qui rentre en lui, on y découvre une très grande force. Et si je n'avais pas de métier, mais que je n'avais que la société, entre guillemets, ce brouhaha, je pense que je perdrais espoir. Mais mon métier me rend accessible vraiment plus beau en l'homme. Est-ce que dans ton métier, tu as aussi des moments comme ça, même peut-être un de tes plus beaux souvenirs d'avocat? Est-ce qu'il y a des moments où tu vois ce qu'est l'homme et où ça te fait finalement aimer les capacités qu'ont les êtres humains? Tu sais, mon plus beau moment d'avocat, c'est le jour où j'ai prêté serment, où devant mes parents, j'ai juré d'exercer mes fonctions avec conscience, dignité, indépendance, probité, humanité. Et c'est ça mon plus beau moment d'avocat, parce que c'est le jour où je suis vraiment devenue ce que je voulais être depuis que j'étais gamine. Tous mes dossiers sont des beaux moments. Tu vois, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Je défends 250 personnes par an en moyenne. J'ai 250 bons moments professionnels par an. Ça va être des petits souvenirs et qui en fait font des histoires. Moi, mes clients, j'ai toujours dit, mes clients m'apportent beaucoup d'amour. Alors c'est de l'amour professionnel, hein, mais mes clients m'apportent beaucoup d'amour parce qu'ils m'apportent de la reconnaissance, ils m'apportent leur confiance. Et puis à un moment donné, on est une équipe. Je partage leur vie, mais ils partagent la mienne sur un temps qui est donné. Et puis ensuite, on se sépare. Donc si tu veux, j'ai que des bons moments, moi. Même quand ils sont difficiles, même quand j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des défaites, hein, bien entendu. C'est ça aussi la vie d'avocat. Ces moments-là restent des bons moments parce qu'il a fallu se remettre en question. Il a fallu continuer à avancer. Tu vois, quand tu as un client à cour d'assises, tu plaides l'acquittement, il prend 12 piges, c'est dur. Tu rentres chez toi le soir, t'es pas bien. Et puis le lendemain, tu te lèves et tu dis, bon, maintenant, il faut avancer. Est-ce qu'on fait appel? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc.
Et ces moments-là, quand ils repensent, sont des moments difficiles, mais ce sont des bons moments quand même. Ce sont des beaux moments parce que c'est un moment de partage. C'est un moment où on continue à vivre, on continue à avancer. Et est-ce que tu peux nous raconter une situation que tu as vécue comme difficile ou donc peut-être une de tes pires expériences, comme tu le disais, même si après ça s'est transformé, un moment qui a été dur pour toi? Écoute, tu vois, mon pire moment, en revanche, je l'ai vécu, tu vois, c'est une triste coïncidence. Je l'ai vécu en fin de semaine dernière. J'ai une cliente que je représente depuis un petit moment sur différents dossiers d'affaires familiales. Et pendant 24 heures, elle a menacé de se suicider. Et je suis la seule personne qu'elle a pu contacter parce qu'elle n'a plus d'amis, en fait. Et si tu veux, dans ce genre de cas, c'est compliqué parce que ce que me dit un client est confidentiel. Je ne peux donc pas, sur le principe, faire intervenir le SAMU parce que sinon, je viole le secret des correspondances et de la conversation que j'ai avec ma cliente. Et bah, tu vois, pendant 24 heures, donc il y a une procédure particulière, il faut appeler l'ordre des avocats pour savoir quoi faire. Et j'ai appelé le SAMU pour qu'ils interviennent auprès de ma cliente. Et ça a été très compliqué parce que ma cliente m'appelle parce que je suis plus qu'une avocate à ce moment-là, je suis la seule qui peut l'aider. Et je sais que en prenant cette décision-là, je vais en entraîner d'autres dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle va être, elle, hospitalisée d'office parce qu'elle a des problèmes psychiatriques et que son petit garçon va probablement être placé en foyer. Tu vois? Et ça, c'est une décision qui est... ça a été très difficile vendredi de la prendre. J'ai été entourée, j'avais l'ordre des avocats qui étaient avec moi, donc c'est bien, il y a des confrères qui m'ont appelée. Mais c'est quelque chose qui est très, très difficile. Ça, alors je te dis ça parce qu'en plus, c'est à chaud. Parfois, on est sur une situation, on se dit c'est la plus difficile et puis derrière, on a une autre. Mais ça fera, je pense, longtemps partie des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre en tant qu'avocate. Et ce que tu disais de cette espèce de résilience que tu as en toi, que le lendemain tu te relèves et tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu es déjà dans cette étape par rapport à ce que tu viens de dire? Toujours. Demain matin, 8h30, ça sera mon premier coup de fil. C'est elle. Il faut maintenant qu'on trouve une solution pour récupérer son fils, savoir comment elle va. Moi, si tu veux, mes clients, je vais te raconter une anecdote. L'année dernière, j'ai plaidé à Saintes pour deux frères que j'ai défendus pendant quasiment 2 ans et demi dans le cadre de l'instruction. On a passé une semaine tous les jours ensemble à Saintes, donc audience toute la journée. Et tu vois, quand l'audience s'est terminée, bah, quand je suis rentrée chez moi à Paris, ils m'ont manqué. Tu sais, j'ai eu comme un manque. C'est marrant, tu vois, on se voyait tous les jours, on a préparé l'audience, j'allais les voir tous les jours en maison d'arrêt, etc. Donc j'ai passé 15 jours quasiment en autarcie avec eux. Et tu vois, ils m'ont manqué. Et de temps en temps, bon, maintenant ils sont sortis. Et de temps en temps, l'un d'eux m'envoie un petit message, ah bah bonne année. Comme on est quasiment de la même date de naissance et qu'il le savait, il m'envoie un petit message. Tu vois, c'est et on repart comme ça. T'as des coups durs, faut trouver des solutions. Et puis il y a aussi des histoires professionnelles qui s'arrêtent et qui c'est pas facile quand ça s'arrête aussi parfois. Mais il faut repartir. Voilà. Je dis toujours, quand je rentre chez moi, les soucis du jour, ils doivent pas rentrer dans mon domicile. Parfois, ils rentrent, mais il ne faut pas qu'ils rentrent. Et ils reviennent le matin. Et c'est comme ça. Et est-ce que sur ton chemin, tu as eu des modèles d'inspiration? Moi, j'en ai eu plein de modèles. Alors, quand j'étais... Petite dose d'humour, ça nous fera pas de mal. Quand j'étais gamine, je voulais être Yannick Noah. J'étais d'ailleurs Yannick Noah. Ma mère se foutait un petit peu de moi, mais j'étais Yannick Noah. J'ai toujours fonctionné avec des modèles. Alors, il y a eu Chantal Goya aussi, ça, je te la passe. Et puis... ensuite, il y a eu des femmes, Simone Veil, bien sûr, qui a fait tant pour les femmes. Et puis, comme avocat, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je salue vraiment la carrière et la beauté des plaidoiries de Dupond-Moretti. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément dans une posture facile, mais je l'ai admiré et je l'admire toujours en tant qu'avocat. Quand j'ai commencé à exercer, je voulais être lui. Je disais toujours à ma famille qui rigole, j'ai tous ses bouquins et tout. Je disais non, mais moi plus tard, je voudrais être Dupond-Moretti. Donc les copains disaient ouais, enfin, c'était quand même plus joli. On rigolait, mais j'ai toujours un peu fonctionné comme ça parce que c'est des moteurs. Tu as aussi d'autres avocats, tu as Christian Saint-Palais qui est un immense avocat également, qui en plus est particulièrement sympathique. Et puis tu as des jeunes de ma génération. Il y a Yacine Yakouti, il y a Élise Arfi, qui sont des avocats que je trouve immenses pour leur génération et qui sont des, je vais dire presque des modèles, mais en tout cas qui sont... c'est ça un petit peu que j'ai envie d'être.
Voilà, ce sont des avocats qui sont talentueux, qui ont une belle réussite, qui sont engagés. Je trouve que c'est beau. Voilà. Je pourrais t'en citer plein d'autres, mais la liste est un peu longue. Mais Mais tu sais, voilà. nous, on te voit déjà comme ça, hein. C'est pour ça qu'on t'a sélectionné. Quand nous, on cherche des avocats qui ont un côté éthique, un côté battant, et puis qui ont des valeurs fortes. Donc, nous, on te met déjà du côté des noms Merci. que tu as cités. Est-ce que Merci. dans ta famille aussi, tu as eu des sources d'inspiration? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Dans ta famille, est-ce que tu as aussi eu des sources d'inspiration? Moi, dans ma famille, j'ai eu une maman qui s'est arrêtée de travailler pour nous élever. On est 3 filles à la maison. C'est une source d'inspiration parce qu'on a été 3 filles et on est toujours très très différentes. Et la plus grande réussite de ma mère, c'est que malgré toutes nos différences, mes sœurs et moi, on est une seule et même personne. Ma grande sœur, elle s'est convertie à l'islam, elle est mariée avec un Sénégalais, elle a 3 enfants, elle est très dans le social, etc. Et tu vois, malgré toutes ces différences-là, on est cul et chemise. Et ma petite sœur, elle est un petit peu plus perdue, elle fait pas grand-chose. On n'a pas les mêmes activités, on pense pas les mêmes choses sur la politique, on n'a pas la même vision de la vie. Et pourtant, ma mère a réussi cet exploit de faire en sorte que mes sœurs sont mes meilleures amies. C'est mes âmes sœurs, tu vois. Et donc, ma mère est ce modèle pour moi. Et puis, mes 2 papas, sûr, parce que mon beau-père, parce qu'il m'a élevée comme sa fille et qu'il n'a jamais fait de différence, et que j'ai été sa fille dès le départ. Et mon père, Nico, parce qu'il a eu le courage de revenir. Et je trouve que quand on n'a pas vu ses gosses pendant 15 ans, avoir le courage un jour de frapper à la porte et de se dire « Oh là là, je vais me prendre des torrents de boue dans la figure de la part de mes gosses », je trouve que c'est courageux. Et d'avoir eu la patience de comprendre ma colère, etc. Et de construire une relation. Mes parents sont des modèles pour moi, c'est clair. On arrive aux 3 dernières questions de notre Mmh. entretien. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes? Qu'est-ce qui m'a appris sur les hommes? Que les hommes peuvent être fragiles. Qu'est-ce qui m'a appris sur les hommes? Que les hommes peuvent être fragiles, ouais. Et ça, c'est important. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus fragile, en quel sens? Il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui ressentent des choses et n'ont plus peur de les exprimer. Moi, j'ai toujours pensé que ça serait difficile de représenter des hommes parce que tu as une vision un peu comme ça de l'avocat pénaliste, tu vois, les hommes représentés par des hommes, les délinquants représentés par des hommes un petit peu machos, tu vois, qui fument des clopes, qui boivent du vin rouge, et pas par une avocate blonde qui met des talons, tu vois. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur les hommes, parce qu'en réalité, les hommes, je trouve, ont beaucoup moins en tout cas ceux que j'ai rencontrés dans le cadre de mon métier, n'ont pas eu de clichés sur moi, comme on peut en penser qu'il en existe dans la société, tu vois. Et j'ai trouvé ces hommes, même des hommes qui étaient, j'ai défendu des gens qui avaient des positions religieuses un petit peu extrêmes, qui m'ont fait confiance, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que ensuite, en se confiant, cette fragilité de se confier à une personne qui a des années-lumière de ce que tu peux être, je trouve ça très beau. Je trouve ta réponse très intéressante. En fait, moi, je parlais des hommes avec un grand H, mais finalement, c'est très bien ce que tu dis, de la fragilité, et puis surtout la question qu'on ne peut pas se fier sur tout ce qui est stéréotype. Jamais. Préjugés, il y a quelque chose de singulier qui ne peut pas être défini par un genre. Et donc, si on en revient à la question universelle des êtres humains, qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les êtres humains? Qu'il faut pardonner aux gens. L'erreur est humaine. Alors, parfois, il y en a qui font beaucoup d'erreurs. Quand tu as 23 mentions à ton casier judiciaire, on peut dire que tu as fait 23 erreurs dans ta vie. Mais dans tout être humain, il y a une bonne chose. Il y a forcément une bonne chose. Ça peut être une paternité, ça peut être une relation maternelle, ça peut être un amour, une rupture. Tout être humain. Moi, j'ai défendu des gens, on me dit souvent, et on dit souvent à l'avocat pénaliste, comment tu fais pour les défendre? Comment tu fais? Des voyous, ils vendent des armes, machin. Ça, c'est un petit peu ma mère qui me dit ça comme ça, avec ses copines. Et je leur dis, mais tu sais, un jour, viens en audience et tu les verras. Et elle l'a fait, ma mère. Et mes clients savaient que c'était ma mère dans la salle, ils lui ont dit bonjour de loin, ils étaient dans le box, menottés et tout. Et je lui ai dit, parce que tu sais, dans chaque être humain, même le plus pourri, même le plus dégueulasse, il y a toujours
une part d'humanité, quelque chose qui va le ramener à ce qu'on est, nous, au quotidien, à ce qu'on peut ressentir, un sentiment commun. Et moi, mon rôle en tant qu'avocate, dans ces moments-là, c'est de trouver ça. Parce que ça va être un fil de la confiance entre nous. Et ça, mon métier m'a appris ça, de jamais avoir de préjugés, d'être dans la compréhension, la tolérance. Moi, mes clients, quand ils violent la loi, je le sais. Ils viennent pas dans mon bureau pour se taper une morale. Ils ont des parents pour le faire, ils ont des femmes, ou alors des maris, mais je suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis là pour écouter et entendre. Et ça, dans ma vie personnelle, ça m'a beaucoup apporté, d'avoir beaucoup moins de jugement, de préjugés, et d'être à l'écoute. Et d'accepter qu'on peut avoir des points communs avec de grosses différences. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays? Mon métier m'a appris sur mon pays que on a un bon système juridique en France, en vrai. Ça, les gens ne le comprennent pas trop. On a un bon système. Aujourd'hui, ils dysfonctionnent par manque de moyens et par une diarrhée de loi pénale, si tu me permets l'expression comme ça. On a un bon système judiciaire avec une séparation des pouvoirs, avec des magistrats qui sont indépendants, avec la présomption d'innocence qui doit être renforcée, mais en tout cas elle existe, avec des lois qui sont protectrices pour les personnes qui sont mises en cause, avec des lois aussi qui sont protectrices pour les parties civiles et les victimes, avec un tribunal qui est quand même accessible. Il est un peu de moins en moins, mais il faut faire attention à tout ça. Mais on a un des systèmes judiciaires les meilleurs du monde, je pense. Le dysfonctionnement, il tient à notre crise économique et puis à la violence qui monte. Aujourd'hui, on veut de la vengeance, donc on comprend plus pourquoi les juges sont pas eux dans la vengeance, parce que la justice, c'est pas la vengeance. Tu vois? Et c'est ça que mon métier m'a appris. C'est qu'on a un bon système de justice. Il faut le préserver. Bon, c'est bien que tu puisses avoir un avis positif et qu'on puisse le partager. Moi, j'ai un avis un peu plus sombre, mais c'est bien parce que finalement, je me dis effectivement, il y a peut-être une perception qui parfois manque, où le système peut être bon, et puis parfois, c'est aussi une question d'homme qui l'applique, Bien sûr. qui manque, mais c'est bien qu'il y ait ce regard aussi qu'on entend peu. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Sur moi, il m'a appris tellement de choses, mon métier. Mon métier m'a appris la tolérance. J'étais plus jeune quand j'étais ado. J'étais quelqu'un qui jugeait facilement les gens. J'avais un avis très tranché, tu vois. Donc, quand tu as un avis très tranché, forcément, tu es dans le jugement. Mon métier m'a appris principalement la tolérance. Et puis, mon métier, t'imagines, vu un petit peu mon passé familial, que je me suis longtemps pas sentie aimée, forcément. Mon métier, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon métier m'a apporté beaucoup d'amour professionnel. Il m'apporte de la reconnaissance, il m'apporte de la confiance et c'est quelque chose qui est un moteur pour moi dans la vie. Le regard des autres, la vie de mes clients, les victoires que j'ai, c'est quelque chose qui me permet de grandir, qui me permet d'avoir confiance en moi et qui permet aussi d'assumer mes propos, tu vois, d'évoluer, de grandir. Je pense que on grandit quand on est avocat. On grandit parce qu'on est confronté à plein de choses. Et surtout, moi, je suis confrontée et je défends des personnes que je n'avais jamais fréquentées avant de prêter serment à 27 ans. Et ça, c'est tellement enrichissant. C'est immensément enrichissant. C'est-à-dire que moi, j'entends des débats toute la journée sur les banlieues, les machins. Est-ce que vous y êtes allés? Est-ce que vous leur avez parlé à tous ces gens-là? Vous les stigmatisez toute la journée, mais est-ce que vous leur avez parlé? Idem pour les féministes qui crient au viol et au père ignoble. Est-ce que vous leur avez parlé à ces papas-là? Est-ce que vous allez dans les salles d'audience? Est-ce que vous les recevez autour d'un café pour qu'ils vous parlent de... Tu vois ou pas? Mon métier, il m'a appris ça. Il m'a confronté à la différence et quand tu es confronté effectivement à la différence, tu la respectes. Tu la respectes et tu l'aimes parce que moi, je trouve que j'aime défendre des clients qui sont différents. Et c'est ce qu'ils aiment, c'est que je ne suis pas comme eux. Et pourtant, je les comprends, je les respecte et je les écoute. Et ça, c'est important. Si tout le monde pouvait arriver à ça, comprendre l'autre, même dans la différence, je pense qu'on aurait résolu beaucoup. Ouais. Et c'est peut-être parce que tu as eu un parcours tout de même, une enfance atypique, avec des manques et des recherches, qui a aussi été mon cas, qui fait que du coup ta perception, je le répète, est juste. Elle est pas. Merci.
elle n'est pas modelée sur du fantasme. Elle n'est pas modelée sur quelque chose que tu aurais pu entendre dans les médias. On sent quelque chose vraiment du dedans. Et c'est du dedans que tu apprends de l'autre. Donc vraiment, merci pour cet entretien qui a été Merci. où on a pu te découvrir. On continue sur les réseaux et j'invite tout le monde à suivre le compte. Il y a vraiment, si vous voulez une avocate engagée, c'est très intéressant. Et merci à toi, c'était très sympathique et les questions sont toujours bienveillantes, c'est agréable. Parfait, j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres projets et à très bientôt. Avec grand plaisir.